Bonjour tout le monde. Bienvenue à cet épisode du podcast. Aujourd'hui, on reçoit Richard Limon, le directeur du service de sécurité incendie de Montréal. J'ai vraiment eu du plaisir à faire cette entrevue avec Richard. Vous allez découvrir, j'espère comme moi, l'autre facette d'un directeur. Richard nous a parlé de son travail comme directeur, nous parle de son service, nous parle aussi de la sécurité civile et ça nous permet de comprendre un peu plus que les services d'incendie, comme le CIM, c'est pas juste éteindre des feux, c'est pas juste répondre à des appels d'urgence. Il y a un paquet d'autres éléments qui sont importants dans cette organisation-là. Alors, je vous laisse écouter ça. J'espère que vous apprécierez votre écoute autant que j'ai apprécié faire l'entrevue et je vous souhaite bonne écoute. Richard, bienvenue au podcast du CIM. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'accueillir. Puis je suis très heureux d'avoir ce moyen de communication avec l'ensemble de nos membres puis tout le monde qui écoute. Ah, écoute, je suis super content. J'aimerais ça avant qu'on commence, parce qu'on va parler un peu de l'organisation assez macro, mais avant qu'on commence, c'est qui ça, Richard Limon? Tu viens de où? Tu peux-tu nous parler de toi un petit peu? J'ai un petit peu un drôle de parcours. Je suis devenu pompier en 1993 à la ville de Côte-Saint-Luc, mais avant d'être pompier, j'ai été paramédic. J'ai honte de le dire, non, mais j'ai gradué l'école médicale de Ohio en 1984 comme paramédic en soins avancés. J'ai toujours voulu revenir à Montréal, mais au Québec, les soins préhospitaliers d'urgence n'étaient pas trop avancés. J'ai trouvé ça assez frustrant, donc j'ai retourné à l'école. J'ai fait un bac en psychologie et physiologie. OK. Et je suis revenu encore une fois à Montréal. J'ai fait mon bac à McMaster en Ontario. Mais mon cœur a toujours été à Montréal et je suis toujours revenu à Montréal. Et finalement, j'ai choisi, tu sais, j'ai fait pendant que j'étais à l'école de paramédic, j'ai fait quelques cours de pompier. J'ai trouvé ça super intéressant et j'ai finalement décidé de prendre ce chemin-là en 1993. Donc, tu as une formation initiale de paramédic Oui, que tu as faite aux États-Unis. oui. Puis tu as pratiqué aux États-Unis ou tu as pratiqué. Non, j'ai fait, mais il y a des stages qui font partie de la formation en soins avancés, évidemment, mais quand je suis revenu, j'ai plus pratiqué au niveau premier répondant. OK. Tu sais, à la ville de Côte-Saint-Luc, on avait un service de premier répondant bénévole, Oui, oui, volontaire. oui. Donc, j'ai monté les rangs là-bas. OK. Je suis revenu après l'université. Je me suis joint encore une fois comme membre, puis j'ai remonté encore les échelons. Mais tu sais, j'ai toujours eu une passion pour le métier de pompier. Je trouvais ça intéressant. Puis surtout aux États-Unis, tu sais, les stages que j'ai faits comme paramédic, mais les services préhospitaliers d'urgence sont souvent basés dans les services d'incendie aux États-Unis. Donc, j'avais un rêve un jour de peut-être améliorer la façon qu'on livre les soins de préhospitaliers d'urgence à Montréal. Ben, à Montréal, plus à Côte-Saint-Luc à l'époque, au début de mes rêves, Ah, mais ouais, j'ai ouais. jamais imaginé la fusion municipale qui a eu lieu en 2002. Et finalement, en 2005, j'ai eu l'opportunité, le service m'a demandé d'implanter le service de premier répondant à travers l'agglomération de Montréal dans ce qui était à l'époque le nouveau CIM. Fait que c'est toi qui es à la base de ça, là, au niveau de tout le pré-air, puis de mettre ça en place au niveau du CIM. Ben, je faisais partie d'une équipe. Là. OK. J'avais des gens qui étaient extraordinaires, des pionniers dans le domaine Normand-Yell qui étaient chefs Ouais, d'opération, ouais, qui a travaillé clair. avec moi à la division PR. En tout cas, plusieurs personnes, je ne veux pas commencer à les Non, nommer non. parce que je vais en oublier, là, mais tu sais, tout ce qu'on fait dans le métier de pompier, c'est un travail d'équipe. Donc, la réussite de l'implantation des premiers répondants au service de sécurité incendie, c'est vraiment un travail d'équipe qui commençait tu sais, à la direction du service sous Serge Tremblay, qui a vraiment poussé la notion au niveau politique et au niveau du ministère et qui m'a donné des outils comme chef de division pour réussir l'implantation. Super. Bon, ben excellent. Fait que là, on sait un peu de où tu viens. J'aimerais ça qu'on parle un peu. Bon, le service d'incendie de Montréal, moi, j'ai toujours dit que c'était comme le filet de sécurité d'une société.
Quand les pompiers sont appelés, on est là pour aider les gens, tu le quittes. Peux-tu parler un peu de la mission officielle du service d'incendie? C'est quoi le service d'incendie de Montréal, un peu sa mission? Mais tu le dis bien, c'est un filet de sécurité justement parce que la mission du service, c'est de sauvegarder les vies et protéger les biens et l'environnement des Montréalaises et Montréalais sur tout le territoire de l'agglomération. Ça, c'est la mission Ouais. officielle. Mais en réalité, souvent, c'est les pompiers qui sont envoyés quand les gens ne savent plus quoi faire ou ne savent plus qui appeler. Ils appellent le 911 et donc on répond à toutes sortes d'interventions, des sauvetages nautiques en espace clos, sauvetage en hauteur, des interventions en matière dangereuse. On a des équipes spécialisées qui sont extraordinaires en termes de formation, en termes Mhm. d'expérience. Étant une grande ville, on a quand même une bonne exposition à différents types d'interventions. Donc, ça consolide les connaissances et les compétences théoriques. Et souvent, c'est les pompiers du CIM qui sont appelés à intervenir parfois à l'extérieur de Montréal Mhm. Ouais. et aussi à enseigner dans d'autres villes. On a donné un Ouais. coup de main à Québec, la ville Ouais. de Québec, à mettre sur pied des équipes spécialisées également. Bon, pour réaliser la mission, tu l'as dit tantôt, c'est un travail d'équipe. Donc, il y a beaucoup de monde qui travaille au CIM. L'objectif de ce podcast-là, c'est un peu de présenter les artisans au cours des différents épisodes qu'on va avoir, de qui fait quoi, où, comment. Es-tu capable de nous brosser un portrait très macro, mais assez général de comment on fait pour organiser cette mission-là? Comment le service est organisé comme tel? Donc, le CIM, c'est une organisation de presque 2800 membres, ou aux alentours de 2800 membres, dont à peu près 2500 sont aux opérations. OK? J'inclus là-dedans les chefs d'état-major qui sont Mhm. aux opérations et les membres de direction également qui continuent à aller au feu aux interventions majeures. Mais c'est également composé de plusieurs divisions et sections de soutien. Il y a également la prévention qui joue un rôle extrêmement critique, puis on l'a vu euh, au cours des dernières années, l'importance de la prévention. On sauve beaucoup de vies avec la Ouais. prévention, mais c'est pas aussi direct. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'intervention, quand on voit les gens sortir par les fenêtres sur une échelle, etc., c'est un impact direct, mais la prévention travaille beaucoup plus dans un environnement où on va prévenir un sinistre et donc l'impact est beaucoup moins direct, mais est aussi importante que les interventions. Puis c'est dur à quantifier, la prévention, parce qu'on ne sait pas exactement combien de vies on a sauvées parce qu'on n'a pas de faits réels. C'est juste qu'on travaille fort, mais tu as raison que c'est vraiment la priorité, parce que sinon, C'est impossible à prouver un négatif. ouais, C'est très difficile à démontrer combien de vies on a ou combien d'incendies on a prévenus, mais on sait très bien, on regarde évidemment, on suit les tendances. On a commencé à faire un virage également à la prévention au niveau de la façon qu'on mesure l'impact de ce qu'on fait, parce OK. qu'on mettait beaucoup d'emphase également sur la quantité d'inspections qu'on faisait, et ainsi de suite, mais on commence à faire ce virage-là plus pour avoir un plus gros impact dans les actions qu'on prend en prévention. Donc, oui, c'est important de faire beaucoup de vérifications. On a près de 900 000 logis sur le Mhm, territoire, mhm. beaucoup de bâtiments, mais de tout type. Donc, les bâtiments de grande hauteur, des bungalows, des résidences de personnes âgées. Et ça, c'est un autre phénomène, vieillissement de la population, qui Oui, tout à pose fait. des grands défis au niveau non seulement de la prévention, mais aussi de l'intervention. On a la section prévention ou la division prévention ou la branche prévention, je devrais dire. Tout ce qui est par rapport aux opérations. Ceux qui nous écoutent, qui connaissent un peu moins le CIM, nos opérations, ça se déploie comment? Il y a les casernes, il y en a-tu partout? On a combien de pompiers? Est-ce que tu sais, comment on est capable de présenter un peu la partie intervention de notre organisation? Mais juste pour prendre un pas de Ouais, recul, il y a essentiellement trois grandes directions au OK. service de sécurité incendie de Montréal. Il y a la direction des opérations Ouais, qui s'occupe de tout ce qui se passe sur le terrain, les 66 casernes au niveau de l'intervention, OK. la formation, et ainsi de suite. Il y a aussi la direction de la prévention et gestion intégrée des risques. Et on a ajouté ce petit bout, mais c'est un bout important, OK. c'est la gestion des risques. On veut réduire le niveau de risque en faisant des activités de prévention. Donc, ça comprend l'éducation du public, ça comprend les inspections, la vérification des avertisseurs de fumée, dont les pompiers et pompières à l'intervention sont également impliqués dans la OK. vérification des avertisseurs de fumée. Il y a des parties qui sont moins
glamour, pardonnez l'expression, mais aussi important comme la réglementation. On Tout à change fait. parfois la réglementation pour suivre les meilleures pratiques et les tendances. Donc, à titre d'exemple, il y a quelques années, on a changé la réglementation en prévention pour exiger des avertisseurs de fumée scellés avec des batteries permanentes qui Mhm. durent 10 ans. Mais je me souviens au début, quand je travaillais aux affaires publiques et relations aux médias, souvent, je dirais que probablement plus que 80% des incendies fatals où on avait un mort, il n'y avait pas d'avertisseur de fumée fonctionnel. Cette tendance-là a beaucoup changé, surtout depuis qu'on a modifié le règlement, mais également avec toutes les vérifications d'avertisseurs de fumée qu'on fait. Mais ça semble très simple, là, mais les gens ne sont pas capables d'enlever la batterie quand on brûle des toasts ou Ouais, quand ouais, ce ça qui se sonne, faisait beaucoup avant. quand on l'installe trop proche d'une salle de bain, etc. On enlevait la batterie souvent, puis on oubliait de le remettre. Donc, oui, il y avait des avertisseurs de fumée, mais ils n'étaient pas fonctionnels. Maintenant, ça dure 10 ans, ils sont rendus vraiment pas chers. Donc, ce bout-là, la réglementation, c'est un travail qui est très important, qui est fait par la Direction de la prévention et gestion intégrée des risques. OK. Puis là, tu me disais qu'il y avait une troisième branche, une troisième direction. La troisième direction, c'est vraiment ce qu'on appelle la direction de soutien technique et stratégique. OK. Donc, pour que tout fonctionne dans les 66 casernes et au niveau de la prévention, les systèmes informatiques, les véhicules, les bâtiments, ben, ça doit être géré. Là. On a à peu près 74 bâtiments dans notre actif. C'est majeur, là, d'un bout de l'agglomération à l'autre. Donc, tout ça, ça prend de la gestion. Donc, on travaille avec le service de la planification et gestion immobilière. On travaille avec le service du matériel roulant et les ateliers, le service des technologies de l'information, le service des ressources humaines, tous les services de soutien, le service des finances. On gère un budget de 400 millions de dollars ou presque Quand même. par année. Quand Donc, même. tout ça est fait dans l'ombre par les cadres, les membres de direction, les cadres, les professionnels, les conseillers, les adjointes, euh, dans diverses divisions de soutien, mais plusieurs qui font partie de la direction du soutien stratégique et technique. Je vais me permettre une question. Tu m'as parlé des trois directions, mais quand on parle du rôle du directeur, tu sais, on ne te voit pas sur tous les incendies, puis c'est pas ton rôle de venir sur tous les Non. incendies. Mais c'est quoi, qu'est-ce, qu'est-ce, toi, ton rôle, qu'est-ce que tu fais dans les. C'est quoi ton rôle comme directeur? Je pense qu'il y a bien des gens qui ne sont pas au courant de exactement ce que tu peux faire dans une semaine de travail ou dans un mois ou dans une année. Faut dire que ça me manque beaucoup. Là. Ouais, Quand j'ai l'opportunité, je vais aux interventions, mais comme tu dis, c'est pas vraiment mon ouais. rôle. On a des gens qui vont au feu à tous les jours, nos chefs aux opérations qui sont très expérimentés, nos chefs de division qui sont à toutes les interventions majeures. Sans mentionner les capitaines, les lieutenants qui ont beaucoup d'expérience à gérer les équipes. Mais le rôle du directeur, c'est vraiment d'être le chef pompier, le représentant de la sécurité incendie au niveau de la structure administrative de la Ville de Montréal et dans notre cas, dans l'agglomération de Montréal, parce qu'on dessert les 19 arrondissements de la Ouais. Ville de Montréal, mais aussi les 15 villes liées ou villes reconstituées qui font partie de l'agglomération. Donc, mon travail, ça consiste vraiment à aller chercher ce que ça nous prend pour être capable de faire ce travail-là et accomplir notre mission de façon sécuritaire sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Donc, de défendre nos besoins au niveau budgétaire, 400 Mhm. millions, c'est quand même pas rien. Là. Je sais que Montréal a un gros budget, mais la sécurité publique, si j'inclus le service incendie et le service de police, c'est quasiment 20% du budget entier de Wow, l'agglomération de OK, quand Montréal. même, ouais. Donc, c'est des gros budgets, des gros investissements et il faut que quelqu'un soit capable de démontrer avec les données, avec des faits, qu'est-ce que ça prend pour faire le job et pourquoi on fait ce qu'on fait et d'être capable également de suivre l'évolution des tendances, des risques, parce qu'il y a une évolution de risques qui se fait également. Je n'ai pas besoin de vous dire, les véhicules électriques, Ouais. les piles au lithium, les appareils de micromobilité. Donc, d'intégrer tout ça ensemble avec le volet intervention, le volet prévention et le volet soutien stratégique pour être capable de démontrer que, dans le fond, les citoyens qui payent des taxes Mhm. ont un bon retour sur leur Mhm. investissement.
OK. Puis tu portes un autre chapeau aussi, sécurité civile. On peut-tu en parler pendant juste un petit moment rapidement, un peu, c'est quoi cet autre chapeau-là? Donc, le directeur du service de sécurité incendie de Montréal est également le coordonnateur de la sécurité civile pour l'agglomération. Donc, à chaque fois qu'il y a un sinistre majeur, le directeur enlève son chapeau pompier Ouais. un des directeurs adjoints essentiellement prend le rôle du directeur et le directeur devient le coordonnateur de la sécurité civile. Donc, on a une petite équipe de sécurité civile, de professionnels, de gestionnaires qui font un travail extraordinaire dans la préparation, la planification, la réduction des risques, mais aussi la préparation au sinistre. Je dois vous dire qu'au cours des dernières années, il y a eu une augmentation exponentielle dans le nombre et la durée des mobilisations qu'on a en sécurité civile. Je me souviens au début, quand j'ai commencé comme cadre au CIM, on mobilisait peut-être 2 fois par année pour Mhm. des interventions en sécurité civile. Là, on est rendu à plusieurs mobilisations simultanées régulièrement à travers l'année. Donc, je n'ai pas besoin de vous rappeler les inondations de Ouais. 2017 et Ouais. 2019. Les, les sinistres qui étaient des sinistres de 50 ans ou 100 ans arrivent maintenant à tous les 5 ans ou quasiment annuellement. Moi, j'ai commencé mon mandat au tout début de la COVID, qui Ouais. était une autre expérience extraordinaire, je vais dire, pour choisir mes mots, mais c'était vraiment quelque chose parce que c'est transversal à travers l'ensemble des services. Toute la population, on a vu l'impact de la COVID sur l'itinérance à Montréal, Ouais. qui est devenu également un grand enjeu et quelque chose qui est traité souvent au niveau de la sécurité civile, bien que c'est un enjeu chronique et non un enjeu aigu ou quelque chose qui arrive subitement, mais on doit s'occuper de cette population-là. Souvent, quand il fait extrêmement froid, quand on a des tempêtes comme ça ou quand on a des grands enjeux de santé publique comme la COVID. Fait que c'est super intéressant ce que tu me dis là parce qu'on voit le métier de pompier comme des camions qui répondent à des incendies. Là, maintenant, depuis plusieurs années, on répond à du premier répondant aussi, tout le kit. Mais il y a tout un autre aspect de soutien, de services qui sont là pour appuyer les gens qui sont aux opérations. Puis il y a tout l'aspect de sécurité civile qui englobe l'ensemble de la population avec les différents problèmes, comme tu parles d'itinérance ou d'inondation, des choses comme ça. Fait que nous autres, le service d'incendie, si je comprends bien, on vient se positionner sous le chapeau, si tu veux, de sécurité civile. On a notre rôle à jouer au même titre que le SPVM ou que les gens, mettons, des travaux publics, des choses comme ça. Puis c'est toi qui chapeaute ça? Oui, dans le fond, quand on active le plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal, qui est maintenant le plan de sécurité civile et continuité des affaires de OK, ouais, l'agglomération de ouais. Montréal, parce qu'on a hérité aussi du volet planification de la continuité des opérations de la ville de Montréal au complet. Euh, Chaque service, essentiellement, devient une mission. Donc, quand on active le plan de sécurité civile, le SIM, le service incendie, devient la mission sauvegarde des vies, protection des biens. Le SPVM, le service de police, devient la mission ordre et paix. OK. Et donc, ce n'est plus le service, c'est vraiment des missions. Donc, tout dépendant de la nature de l'événement, il y a la mission soins préhospitaliers d'urgence, qui est urgence santé, la mission santé qui est coordonnée à différents niveaux, les hôpitaux, les CHSLD, et ainsi de suite. Donc, on a différentes missions qui se greffent au centre de coordination des mesures d'urgence. Quand on active le plan, on ouvre ce qu'on appelle le CCMU, le centre de coordination des mesures d'urgence. Et chaque mission joue son rôle et le coordonnateur, mais son rôle, c'est de s'assurer qu'on pense à tous les enjeux possibles Ouais, et que ouais. chaque mission joue son rôle de façon efficace pour assurer la sécurité de la population. Avec comme objectif de ramener la situation au normal le plus rapidement possible. Exact. Tu sais, sans rentrer dans les détails, Ouais. les plans d'intervention en sécurité civile ont quelques phases. Donc, il y a la phase normale où on est en mode alerte. Il y a 3 phases d'intervention, puis il y a la phase de rétablissement également. Ouais. Donc, souvent, tu sais, on vient tout juste de fermer récemment le rétablissement pour le verglas qu'on a eu l'an dernier. Sérieux? Oui, Ah parce oui. qu'il faut s'occuper de tout le rétablissement de la canopée
tous les sentiers où il y a des gens qui peuvent être à risque des branches qui tombent, Ouais, parce et que ainsi le de suite. verglas a affecté énormément les arbres. Il y a eu beaucoup de branches de cassées. Puis Ah, ouais, Exactement. OK. Et au niveau environnemental, donc il faut se débarrasser de toutes ces branches-là. Il faut s'assurer que les fils électriques sont sécurisés pour l'avenir. Donc, Hydro-Québec est une autre mission, ou en tout cas un autre intervenant au niveau de la mission sécurité civile. Écoute, c'est super intéressant. Écoute, moi, là, je trouve que ça te met très, très bien la table parce que ça vient présenter un peu toute la profondeur que le service d'incendie de Montréal a, puis toute une profondeur qu'on ne connaît pas. Puis l'objectif dans les différents podcasts qui vont suivre, ça va être d'aller voir les gens qui travaillent dans les différents endroits au CIM pour être capable de présenter un peu le travail qui est fait, puis de voir, comme tu disais, tu sais, on est presque 2800 personnes qui travaillent au CIM avec un budget qui est quand même très important, mais c'est pas juste les opérations, il y a plein d'autres choses autour. Fait que, écoute, Richard, Ouais, merci. je dois dire Vas-y. que je sais qu'il y a Oui. des gens qui sont un peu inconfortables avec le terme, mais moi, j'utilise toujours le terme membre du CIM parce Ouais. que tout le monde fait partie d'une équipe. Et cette équipe-là, ça commence avec les préposés au centre de communication aussi qui reçoivent les appels, qui font l'acheminement, qui jouent un rôle de coordination, de couverture de territoire qui est essentiel pour qu'on soit capable de répondre à plus qu'une ou deux ou plusieurs Ouais. interventions à la Ouais. fois. Comme vous savez, on répond à presque 130 000 interventions par année environ. Donc, on est le deuxième plus gros service incendie au Canada, le sixième plus grand service incendie municipal en Amérique du Nord. Quand Donc, même. après New York, Los Angeles, Chicago, Toronto, Houston et Montréal. Donc, c'est quand même 2 millions de personnes qui habitent une île, qui est un autre grand défi qu'on Ouais. a. Tu sais, c'est pas comme la ville de Toronto qui a lac Ontario, un harbor, un endroit très restreint. On est entouré d'eau et l'eau en mouvement, différents types de plans d'eau. On a des beaux défis à Montréal. On a des super beaux défis, mais je pense qu'au cours des prochains épisodes, les gens vont constater qu'on a des personnes qui sont très dédiées, très engagées dans le service d'incendie Il est très compétent. et très compétents, j'allais le dire. Je suis très, très content. Ben, Richard, merci beaucoup. Ça a été très, très, très agréable de te rencontrer, très agréable de permettre aux gens de connaître un peu qui est notre patron, qui est notre directeur. Puis, ben, on se dit à la prochaine. Mais merci beaucoup et merci de cette opportunité. Je dois dire que je suis très, très fier de faire partie de cette équipe de personnes qui font un travail extraordinaire pour assurer la sécurité de 2 millions de personnes sur le territoire de l'agglomération. Ben, merci beaucoup. Merci, Martin. À la prochaine.